Je m'appelle Séverine Aumont, j'ai 38 ans, et je me tenais dans un salon funéraire de Clermont-Ferrand, à tenir entre mes doigts une clé USB que mon père mort avait demandé à son notaire de me remettre, et à moi seule, avec une condition précise. Lila, si ta sœur pleure. Je veux que vous compreniez ce que cette phrase a fait en moi au moment où je l'ai entendue. Je venais de voir maître Alain Ferrière, 63 ans, notaire associé depuis 27 ans, un homme qui a probablement accompagné chaque forme possible de désorganisation familiale dans le Puy-de-Dôme, me regarder droit dans les yeux et prononcer ces mots avec la stabilité particulière d'un homme qui pose quelque chose qu'il porte depuis longtemps. Et derrière moi, à 6 ou 7 mètres, ma sœur Nathalie pleurait déjà. Elle pleurait depuis son arrivée de Bordeaux 3 jours plus tôt. Elle pleurait à ce moment précis, entourée de 4 personnes qui posaient toutes leurs mains sur elle en même temps, comme si elle était une urgence douce et belle, vers laquelle tout le monde s'était naturellement précipité. J'ai fermé les doigts sur la clé. Je n'ai pas lu ce jour-là. Je l'ai mise dans la poche intérieure de mon blazer, juste contre la montre de ma mère, et je suis retournée m'assurer que les gens signaient le registre de condoléances. Parce que c'est le genre de chose qui ne se fait pas si personne ne s'en charge. Et dans ma famille, cette personne avait toujours été moi. Avant d'aller plus loin, si vous ressentez déjà quelque chose en écoutant ça, si quelque chose dans ces premières phrases a atterri quelque part de précis en vous, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose maintenant. Cliquez sur le pouce en l'air, abonnez-vous, parce que cette histoire est longue et je ne veux pas que vous la perdiez en chemin. Partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin, vous savez déjà qui c'est. Et laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez et quelle heure il est là où vous êtes. Je lis vraiment chaque message. Maintenant, laissez-moi vous emmener là où ça commence vraiment. J'ai grandi à Clermont-Ferrand, dans une maison mitoyenne du quartier des Vergnes. Une maison qui sentait le café ricoré, la lessive et le silence particulier d'un homme qui aimait ses enfants, dans une langue qu'aucun d'entre nous ne savait vraiment traduire. Mon père Bernard était chef de quai dans une entreprise de transport. Un homme capable de coordonner le mouvement de plusieurs centaines de tonnes de marchandises sans scier, mais qui ne pouvait pas prononcer les mots « Je suis fier de toi » sans que son visage fasse quelque chose de difficile avant. Ma mère Jocelyne est morte quand j'avais 13 ans, et après ça, la maison s'est réorganisée autour de son absence d'une façon dont personne n'a jamais vraiment parlé. Mon père a porté son deuil en devenant plus efficace. Moi, j'ai porté le mien en devenant plus utile. Et ma sœur Nathalie, qui avait 9 ans quand notre mère est morte, a porté le sien en devenant la chose que notre père ne savait pas refuser. Je veux être juste envers nous tous, parce que nous faisions chacun ce que nous savions faire. Mais je veux aussi être honnête, parce que c'est tout le sens de ce que je vous raconte là. La vérité, c'est que Nathalie et moi avons grandi dans la même maison et que nous avons eu 2 pères complètement différents. Le sien allait à ses spectacles de fin d'année à l'école. Le sien a pris le TGV pour Bordeaux quand elle a traversé quelque chose de difficile dans la vingtaine. Le sien décrochait dès la première sonnerie quand elle appelait. Le mien, celui que j'avais moi, me disait des choses comme « Tu vas t'en sortir, Séverine, t'as toujours su te débrouiller » et il le pensait comme un compliment. Et je le laissais croire que ça atterrissait comme ça parce que le décevoir m'aurait coûté quelque chose que je ne pouvais pas me permettre de perdre. Voilà ce que j'avais compris avant mes 12 ans. Être fiable, ça voulait dire être invisible. Plus je gérais, moins on remarquait que je gérais. Plus je tenais les choses ensemble, plus on tenait pour acquis que je n'avais pas besoin qu'on me tienne. J'avais intériorisé ça si complètement que j'avais arrêté de remarquer quand j'avais faim de quelque chose, jusqu'à ce que la faim devienne ordinaire. C'est juste comme ça que j'étais faite, je pensais. Certains ont besoin, d'autres font. Moi, je faisais. C'était bien. C'était juste qui j'étais. Et si vous avez déjà été la personne dans votre famille qui tient tout ensemble pendant qu'une autre personne est tenue, je veux que vous restiez avec moi maintenant, parce que ce qui vient va vous concerner. Si ça touche déjà quelque chose de familier, cliquez sur le pouce en l'air si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas perdre une seule minute de cette histoire, et partagez-la avec quelqu'un qui a passé sa vie entière à être décrit comme le fort de la famille. Et maintenant, laissez-moi continuer, parce que l'histoire devient beaucoup plus compliquée avant de se rapprocher de quelque chose qui ressemble à bien. Je me suis construit une vie de la même façon que je construisais tout, tête baissée, sans me plaindre,
sans public. J'ai eu une bourse partielle pour entrer à l'IAE de Clermont à 17 ans et j'ai travaillé le week-end dans une supérette du centre pour couvrir le reste. J'ai eu ma licence en 3 ans et demi. J'ai trouvé un poste dans un cabinet de gestion de patrimoine à Lyon, où je suis depuis 11 ans, et je suis, sans aucune exagération, la personne la plus compétente de ce bureau. Je le sais parce que j'ai formé 2 collaborateurs qui ont ensuite été promus au-dessus de moi. J'ai acheté mon appartement en 2016 pendant un creux du marché et j'ai soldé le crédit en 7 ans. Rien de tout ça n'a été fêté. Rien de tout ça n'a été remarqué d'une façon particulière par les gens qui auraient dû le remarquer. La seule fois où j'ai mentionné à mon père que j'avais fini de rembourser le prêt, il a dit « C'est bien ça, Séverine, j'ai toujours su que tu avais la tête sur les épaules. » Et puis, il m'a demandé si Nathalie lui avait dit quelque chose pour Noël. C'était la même année où il avait pris le train pour Bordeaux pendant 4 jours pour tenir la main de Nathalie à travers quelque chose dont je n'ai su l'existence que 6 mois plus tard. Je ne dis pas qu'il avait tort de le faire. Je dis que ça ne lui avait pas traversé l'esprit de se demander si moi, j'avais peut-être besoin de quelque chose aussi. La personne qui se le demandait, elle, c'était Gérard Vidal. Gérard était le meilleur ami de mon père depuis 60 ans. Ils avaient grandi à 3 rues l'un de l'autre, étaient montés dans le même secteur industriel, portaient le même accent du Puy-de-Dôme et la même marque particulière de stoïcisme auvergnat. Gérard a 67 ans, il est veuf, et c'est le genre d'homme qui se présente chez vous avec de la nourriture qu'il a cuisinée lui-même quand quelque chose de difficile se passe, sans appeler avant, parce qu'appeler avant vous donne la chance de dire que vous allez bien. Gérard est celui qui m'a appelé le soir où j'avais appris qu'un collaborateur que j'avais moi-même formé pendant 18 mois venait d'être promu à un poste de direction que je visais discrètement depuis 3 ans. Il a appelé, je n'ai pas répondu, et il a laissé un message qui disait « Je sais que tu décroches pas, c'est pas grave. Je voulais juste que tu saches que je vois ce que tu fais, là-bas. Continue. » J'ai gardé ce message 2 ans. Il est venu se placer à côté de moi à l'enterrement sans qu'on le lui demande. C'est ce que fait Gérard. Il s'est matérialisé à mon coude, quelque part entre la file d'accueil et la table du registre de condoléances, et il se tenait assez près pour que je sente sa chaleur, sans qu'aucun de nous deux n'en fasse quelque chose. « Tu tiens le coup ?» il a demandé. « Je m'assure que les gens signent, » j'ai dit. Il a hoché la tête comme si c'était une réponse complète, ce qu'avec moi c'était le cas, et il est resté là, sans parler, sans aller vérifier comment allait Nathalie, sans dériver vers le groupe d'anciens collègues de mon père qui continuaient de tourner autour de ma sœur avec les mains tendues. Il est juste resté là. Et j'ai ressenti, je ne sais pas comment le nommer autrement, quelque chose de petit et d'important que je ne pouvais pas regarder directement. Comme on ne peut pas regarder une chose très lumineuse en face. C'est 14 minutes plus tard que maître Ferrière a effleuré mon coude. Je le connaissais. On s'était croisés 2 fois auparavant, 2 rencontres brèves et transactionnelles, et je l'avais immédiatement respecté pour ne pas avoir ajouté de poids émotionnel à ce qui était fondamentalement des échanges administratifs. Il tenait un porte-document fin en cuir noir. Il avait l'air d'un homme qui attendait depuis longtemps de faire quelque chose et qui le faisait enfin avec soin. « Mademoiselle Aumont, » il a dit très doucement, « avant la cérémonie, votre père avait été précis. » Il a ouvert le porte-document. À l'intérieur, dans un petit sachet plastique transparent, se trouvait une clé USB noire, de la taille de mon pouce. Il l'a placée dans ma paume avec la précision d'un homme qui exécute une tâche qu'il a répétée dans sa tête. « Il l'a enregistrée il y a 14 mois, » a dit maître Ferrière. « Instruction écrite. Remettez ceci à Séverine. À Séverine uniquement. » Il a marqué une pause. Et il a dit « Lisez-la si votre sœur pleure. » J'ai baissé les yeux vers la clé dans ma main. Derrière moi, Nathalie a fait un son. Pas fort, mais audible. Et j'ai entendu le froissement discret de 3 personnes supplémentaires se déplacer vers elle. J'ai fermé la main sur la clé et je l'ai mise dans ma poche. Je me suis assurée que les gens signaient le registre. La cérémonie a été exactement ce que j'avais organisé. Les fleurs étaient justes, des chrysanthèmes blancs et des branches d'eucalyptus, parce que mon père avait mentionné une fois, de façon incidente, que les œillets lui donnaient mal à la tête, et j'avais noté ça quelque part dans un recoin de ma mémoire 11 ans plus tôt, sans jamais le laisser partir.
La musique était un cantique que j'avais trouvé griffonné sur un carnet de notes dans son tiroir de nuit, dans son écriture serrée en lettres carrées. Seigneur, tu es si grand. Pas sentimental, juste précis. Le prêtre, qui avait rencontré mon père exactement une fois dans un couloir d'hôpital, a lu les notes que j'avais préparées et les a livrées avec suffisamment de conviction pour que 3 personnes dans le 3e rang pleurent pendant la lecture des évangiles. Les faire-part étaient imprimés sur carton crème. Le registre de condoléances a été signé par 41 personnes. Je le sais parce que j'ai compté. L'éloge funèbre de Nathalie était belle. Je dois le dire clairement, parce que cette histoire n'est pas celle d'une femme qui prétend le contraire. Elle a raconté une anecdote sur notre père qui lui apprenait à conduire une voiture à boîte manuelle dans le parking du Leclerc de Cournon, celui qui a fermé en 2011, et la façon particulière dont il crispait la main sur la poignée de la portière chaque fois qu'elle calait le moteur, et comment il ne haussait jamais la voix. Il disait juste doucement « L'embrayage, Nathalie, donne-lui l'embrayage comme un homme qui récite quelque chose de sacré. » Les gens ont ri exactement au bon moment. Puis ils ont pleuré exactement au bon moment. Elle a toujours su faire ça, trouver la fréquence d'une salle et s'y accorder parfaitement, remplir chaque centimètre disponible de l'espace émotionnel. Je me suis assise au premier rang et j'ai écouté et j'ai pensé « Je ne savais pas qu'il lui avait appris ça. Je ne savais pas qu'ils avaient eu ça. » Et puis j'ai pensé « Qu'est-ce qu'on avait, nous ?» Je n'avais pas de réponse. C'était le problème que je portais depuis 9 jours, depuis que l'infirmière de l'unité de soins palliatifs m'avait appelé à 6h14 du matin pour me dire qu'il était parti. Qu'est-ce que Bernard Aumont et sa fille aînée avaient eu? On avait eu l'efficacité. On avait eu un accord tacite selon lequel je m'occuperais des choses et il me laisserait faire, et aucun de nous deux n'en ferait plus que ce que c'était. On avait eu une relation conduite presque entièrement dans le langage des tâches accomplies et des problèmes résolus, et je m'étais dit pendant 38 ans que c'était un dialecte de l'amour. Et debout, là, à son enterrement, je n'étais toujours pas sûre d'avoir raison ou tort. La clé était dans ma poche pendant tout ça. J'en avais conscience, comme on a conscience d'une dent qui bouge. Pas en permanence, mais toujours là quand la langue la cherche. Après l'inhumation, courte, froide et définitive, le sol du cimetière de Clermont encore à moitié gelé en ce début mars, le rassemblement s'est déplacé chez Gérard Vidal, à Chamalières. J'avais organisé ça aussi, parce que la maison de mon père était déjà en cours d'évaluation pour la succession. Cette évaluation avait été initiée, comme je l'avais appris récemment, par un coup de téléphone que Nathalie avait passé à l'étude de maître Ferrière 3 semaines avant la mort de mon père. Pendant qu'il était encore en soins palliatifs, pendant qu'il était encore, techniquement, en vie, et capable d'entendre un téléphone sonner dans la pièce d'à côté. J'avais appris l'existence de cet appel par hasard. Maître Ferrière l'avait mentionné en passant, pendant qu'on épluchait des documents, sur le ton d'un homme qui supposait que je le savais déjà. J'avais gardé mon visage complètement neutre et dit « oui, bien sûr », et j'avais continué vers le document suivant, et j'avais conduit le retour jusqu'à Lyon ce soir-là, les 2 mains sur le volant et la radio éteinte, et je n'y avais plus repensé jusqu'à maintenant. Debout, dans la cuisine de Gérard, en train de transvaser une quiche lorraine d'un moule en aluminium dans un plat en céramique, parce que l'aluminium était laid et que j'avais besoin de faire quelque chose avec mes mains. C'est à ce moment-là que Nathalie est apparue dans l'encadrement de la porte. Son mascara était refait. Sa voix était posée, pas agressive, mais portant cette qualité particulière que je connaissais depuis toujours. La qualité d'une femme qui croit qu'on lui doit une information et qui décide à quelle vitesse la réclamer. « Je t'ai vu parler avec maître Ferrière avant la cérémonie », elle a dit. « Il m'a remis quelque chose de la part de papa », j'ai dit. J'ai continué à déplacer la quiche. Quel genre de quelque chose? Je ne l'ai pas encore regardé. Séverine. Et voilà, le glissement. On est toutes les deux ses filles. Il ne devrait pas y avoir des choses qui... Il y a beaucoup de choses, j'ai dit, très doucement. Et j'ai besoin de les traiter dans un délai raisonnable. Pas aujourd'hui. Ses yeux se sont remplis. Rapidement? Facilement. Comme l'eau qui trouve un point bas. Elle a serré les lèvres et hoché la tête et dit « Je veux juste avoir l'impression qu'on est dans ça ensemble.
Je sais, j'ai dit. Je savais. C'est ça, avec Nathalie, que je n'ai jamais réussi à expliquer complètement à quiconque. Elle ne ment pas quand elle dit des choses comme ça. Elle veut sincèrement avoir l'impression qu'on est dans ça ensemble. Elle veut aussi savoir ce qu'il y a sur la clé. Ces deux choses sont vraies en même temps, et elle n'a jamais développé la capacité de les distinguer l'une de l'autre, et je ne suis pas sûre qu'elle le fera jamais. J'ai servi la quiche. J'ai remercié les gens d'être venus. J'ai repris l'autoroute pour Lyon, seule. Je veux m'arrêter une seconde ici, parce que je pense que c'est le moment, ce moment précis, debout dans la cuisine de Gérard, à transvaser de la nourriture d'un plat dans un autre, pendant que ma sœur me regardait avec ses grands yeux bleu-gris, où j'ai finalement compris ce que les 4 dernières années de ma vie avaient réellement été. Pas un malentendu, pas une famille qui communique mal, un schéma. Un schéma cohérent, fiable, invisible, dans lequel une personne fait le travail silencieux et une autre se tient suffisamment près pour en absorber le rayonnement. Et je pense que vous savez de quoi je parle. Je pense que certains d'entre vous ont déjà été dans cette cuisine. Ont été celui ou celle qui transvase pendant que quelqu'un d'autre tient la salle. Alors je veux vous poser une question. Et je veux que vous y répondiez vraiment dans les commentaires, parce que je veux genuinement le savoir. Est-ce que vous avez déjà regardé quelqu'un prendre le crédit? Pas de façon dramatique, pas à voix haute, juste en se tenant au bon endroit au bon moment, pour quelque chose que vous aviez construit. Quelque chose que vous aviez organisé, géré, tenu ensemble. Laissez-le dans les commentaires. Dites-moi ce que ça a fait. Je lis chaque message et en ce moment, dans cette histoire, votre réponse compte plus que vous ne le croyez. Ce soir-là, je me suis assise dans mon appartement avec la porte verrouillée et la lumière allumée, et encore mon blazer sur les épaules, parce que j'avais oublié de l'enlever. La clé était posée sur mon plan de travail pendant 47 minutes, pendant que je préparais une tisane que je n'ai pas bu, et que je réorganisais le placard au-dessus du réfrigérateur, qui n'avait pas besoin d'être réorganisé. Puis j'ai pris mon ordinateur, j'ai branché la clé, un seul fichier, une vidéo, vieille de 14 mois. J'ai cliqué dessus. Le visage de mon père a rempli l'écran. Bernard Auman, 66 ans, assis à la table de la cuisine de Clermont-Ferrand. La table où j'avais fait mes devoirs pendant 12 ans. Il avait l'air mieux que dans les dernières semaines. Encore lui-même, encore portant l'expression qu'il avait quand il allait dire quelque chose qu'il n'avait jamais pratiqué à dire. Il a toussé légèrement. Il a regardé directement dans la caméra. « Séverine », il a dit. Je fais ça parce que Maître Ferrière m'a expliqué que c'est la seule façon légale de dire certaines choses en dehors du testament. Et parce que je ne vais pas pouvoir le dire en face. J'ai essayé. Tu me connais. Tu sais que je ne peux pas. Il a marqué une pause. La cuisine était silencieuse derrière lui. Je voyais la cafetière sur le plan de travail, celle que je lui avais achetée en 2018 parce que l'ancienne brûlait le café. Ta sœur va contester le testament. Je le sais. Je la connais. Elle va dire qu'elle était plus proche de moi. Elle va dire qu'elle a plus sacrifié. Elle le croit peut-être vraiment. Il a avancé la main et pris quelque chose sur la table. Une feuille de papier. Il l'a levée. Elle était couverte de son écriture serrée en lettres carrées. La même écriture qui avait noté « Seigneur, tu es si grand » sur le carnet dans son tiroir de nuit. Chaque fois que tu as fait quelque chose pour moi sans en parler, il a dit, je l'ai noté. J'ai commencé en 2019 quand j'ai réalisé que je n'avais jamais dit merci à voix haute une seule fois. Depuis, je l'écris. Il a commencé à lire depuis la liste. Le filtre du chauffage que j'avais remplacé en janvier 2020, sans qu'on me le demande, parce que j'avais remarqué pendant une visite qu'il n'avait pas été changé depuis plus d'1 an. La fois où j'étais restée 2 heures au téléphone avec lui, parce qu'il n'arrivait pas à comprendre son dossier de retraite complémentaire Agirc-Arco, et dont je n'avais plus jamais reparlé. La carte d'anniversaire que j'envoyais chaque année sans exception, la seule qu'il recevait, avec un timbre qui était toujours différent parce que je les choisissais spécifiquement dans les séries de la Poste. 17 éléments. Sa voix plate, précise, parfaitement sèche, lisant chacun comme un homme qui dépose un rapport. Je n'ai réalisé que je pleurais que quand quelque chose est tombé de mon menton sur le clavier. Le dernier élément de la liste a pris 3 jours de congé quand j'étais hospitalisée en mars 2021 et a dormi dans le fauteuil de la salle d'attente. N'en a jamais parlé. N'a jamais rien demandé en retour.
C'est celui auquel je pense le plus. Il a relevé les yeux vers la caméra. Tu vas t'en sortir, Séverine, il a dit. T'as toujours su. Mais j'ai besoin que tu saches que je connais la différence entre s'en sortir et être invisible. J'aurais dû le dire plus fort. J'aurais dû le dire il y a longtemps. L'enregistrement s'est arrêté. Je suis restée devant mon ordinateur un long moment. Le placard que j'avais réorganisé était resté ouvert. La tisane était froide. J'avais encore mon blazer sur les épaules. Dehors, il était 23 heures passées et la rue était complètement silencieuse. J'ai appelé Gérard. Il a décroché à la deuxième sonnerie. Je n'ai rien dit pendant un moment. Il n'a pas demandé que je parle. Il avait fait une liste, j'ai finalement dit. Gérard était silencieux. Je sais, il a dit. Il m'avait dit qu'il allait le faire. Nathalie a déposé la contestation 11 jours après l'enterrement. Je l'ai appris à 7h53 un mardi matin, quand Maître Ferrière a appelé mon portable, pendant que j'étais assise à mon bureau, en train de manger le même petit déjeuner que chaque matin, un yaourt grec avec une cuillerée de miel, un café noir dans le thermos que j'emmène au travail depuis 6 ans. J'ai vu son nom sur l'écran et j'ai senti quelque chose tomber dans ma poitrine avant même d'avoir décroché. Il m'a expliqué le motif de la contestation. Insanité au moment de la rédaction de l'acte, influence extérieure. L'argument selon lequel Bernard Aumont, dans les derniers mois de sa vie, aurait été amené à disposer de ses biens d'une façon qui ne reflétait pas sa volonté réelle. La cible principale de cet argument était la clause laissant la maison et la majorité des actifs liquides à ma charge, avec une option de rachat structurée pour Nathalie à une valeur fixée. Une clause dont je n'avais pas connu les détails précis avant cet appel. Il ne me l'avait pas dit, j'ai dit. Il ne voulait pas que vous vous sentiez chargé par ça, a dit Maître Ferrière. Il m'a dit, et je vous cite ses propres mots, que vous passeriez les 3 années suivantes à vous assurer discrètement que Nathalie obtenait ce dont elle avait besoin, si vous le saviez à l'avance, et qu'il n'était pas prêt à vous laisser faire ça. J'ai posé mon yaourt. Je suis restée avec cette phrase un moment, comme on reste avec quelque chose de froid, en sentant sa température progresser en vous lentement. Mon père m'avait connue suffisamment bien pour me protéger de mes propres instincts. Il l'avait planifié, intégré dans l'architecture de sa succession, puis enregistré une vidéo pour que je comprenne pourquoi. Il avait fait tout ça seul, dans une étude notariale, 14 mois avant de mourir, sans me le dire, sans me demander mon avis, sans me donner la chance de l'en dissuader. Il l'avait juste fait, tranquillement. Maître Ferrière m'a ensuite dit autre chose, quelque chose qu'il n'avait pas mentionné à l'enterrement parce que, comme il l'a dit, le moment n'aurait pas été approprié. Il existait un second document, une déclaration notariée d'aptitude testamentaire et d'intention, attestée par 2 médecins distincts, préparée spécifiquement en anticipation d'un recours juridique. La clé USB en était la pièce complémentaire. Bernard avait construit l'ensemble du dossier lui-même, depuis une unité de soins palliatifs, parce qu'il connaissait suffisamment bien sa fille cadette pour savoir qu'elle contesterait. Il était précis, a dit Maître Ferrière, avec ce qui ressemblait à une admiration discrète. Il était précis, j'ai répété. Je suis allée aux toilettes, j'ai passé de l'eau froide sur mes poignets pendant une 30aine de secondes, je suis retournée à mon bureau, et j'ai fini mon petit déjeuner. Puis j'ai ouvert mon ordinateur, et j'ai commencé à travailler. Voici ce que je veux que vous compreniez sur les semaines qui ont suivi. Je ne me suis pas effondrée. Je veux être honnête là-dessus, non pas parce que j'en suis fière, mais parce que je pense qu'il existe une version de cette histoire où la protagoniste s'écroule et doit être recomposée pièce par pièce, et ce n'est genuinement pas ce qui s'est passé. Je ne suis pas construite pour m'effondrer. Ce pourquoi je suis construite, c'est m'asseoir à une table avec un problème complexe et travailler jusqu'à ce qu'il cède. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai rencontré Maître Ferrière 3 fois au cours des 2 semaines suivantes. J'ai lu chaque document qu'il a posé devant moi. J'ai posé des questions précises et noté les réponses. J'ai tout organisé dans un dossier sur mon ordinateur. Les actes de succession, les attestations médicales, une transcription horodatée de l'enregistrement vidéo que l'étude avait fait préparer. J'ai sauvegardé le dossier à 2 endroits distincts. J'ai mangé mes repas, je suis allée travailler. J'ai dormi 6 heures par nuit, ce qui pour moi est normal. Gérard est venu un mercredi soir avec une cocotte qu'il avait faite lui-même.
un pot-au-feu aux poulets et aux haricots blancs, le genre que faisait sa femme André. Il s'est assis à ma table de cuisine pendant que je mangeais et n'a pas dit grand-chose. À un moment, il a regardé le dossier ouvert sur mon ordinateur et a dit « T'es prête pour ça ?» J'ai toujours été prête pour ça, j'ai dit. Je savais juste pas encore pourquoi je me préparais. Il a hoché la tête. Il a pris sa tasse de café. Il l'a reposée. Elle m'a appelé, il a dit. Nathalie, il y a 2 jours. Elle m'a demandé si je pensais que ton père avait toute sa tête à la fin. Je l'ai regardé. Et t'as dit quoi? J'ai dit que j'étais avec lui le jour où il a fait cet enregistrement. Que je l'avais emmené moi-même là-bas. Et qu'il était l'homme le plus lucide dans la pièce, moi compris. Gérard a marqué une pause. Elle n'a pas rappelé. J'ai failli sourire. C'était la première fois que j'en approchais depuis des semaines. L'appel de Nathalie est arrivé un jeudi après-midi, directement sur mon portable, sans passer par les avocats. Il a sonné 4 fois, et j'ai failli le laisser basculer sur la messagerie. Puis j'ai décroché. Parce qu'éviter me semblait quelque chose qu'elle ferait, et j'avais passé ma vie entière à m'assurer de ne pas me déplacer comme elle. Je suis au courant pour la clé, elle a dit. Sa voix était plate d'une façon que je n'avais jamais entendue auparavant. Aucune mise en scène, aucun registre d'émotions travaillé. Juste sa voix, dépouillée de tout ce dont elle l'habille d'habitude, et en dessous de tout ça, elle ressemblait de façon surprenante à la mienne. Elle existe, j'ai dit. Tu vas t'en servir? Je vais faire ce que papa m'a demandé d'en faire. Silence. 6, peut-être 7 secondes. C'était grave? Elle a demandé. Ce qu'il a dit. Et voilà le moment auquel j'ai pensé plus que tout autre moment dans toute cette séquence d'événements, parce que j'ai pris une décision dans ce silence. Une décision qui représente pour moi l'équivalent de ce que serait pour quelqu'un d'autre l'ascension d'une montagne. Je lui ai dit la vérité. C'était pas grave sur toi, j'ai dit. C'était bien sur moi. C'est pas la même chose. Elle n'a rien dit pendant un long moment. Je savais pas qu'il allait faire ça, elle a dit finalement. Pour la succession. Je pensais que ce serait partagé équitablement. Je sais, j'ai dit. J'étais là pour lui, Séverine. Je venais, j'appelais, Nathalie. J'ai dit son prénom très doucement, comme on pose quelque chose de fragile sur une surface. Je sais que t'étais là. Je sais que tu l'aimais. C'est pas une question de ça. Autre silence. Plus long. Alors c'est une question de quoi? Elle a demandé, et sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Pas mis en scène, pas maîtrisé, juste brisé, comme se brise une voix quand quelqu'un pose enfin une question dont il a genuinement peur d'entendre la réponse. J'ai pensé à la liste. 3 pages. 17 éléments. Un filtre de chauffage. Un dossier de retraite complémentaire. Un timbre choisi spécifiquement, chaque année, la seule carte qu'il recevait. C'est une question de ce qu'il voyait, j'ai dit. C'est tout. Je veux m'arrêter là. Juste là, au milieu de ce coup de téléphone, parce que c'est le moment exact, où j'ai besoin que vous ressentiez ce que je ressentais. Pas de la victoire, pas de la satisfaction, pas le sentiment net et lumineux d'avoir raison. J'étais assise sur le sol de ma cuisine, le dos contre les placards, le dossier ouvert sur la table au-dessus de moi, et je parlais à ma sœur que j'ai passé 34 ans à regarder être aimée plus bruyamment que moi, et pour la première fois dans toutes ces années, elle avait la voix de quelqu'un qui n'est plus tout à fait sûr de mériter ce qu'on lui avait donné. Et j'ai ressenti, je n'ai pas de mots plus précis, j'ai ressenti du deuil. Pour nous deux. Pour la famille qu'on aurait pu être si notre père avait su parler à ses 2 filles dans une langue qu'elles pouvaient vraiment entendre. Si ça vous a touché quelque part qui n'a pas de nom, si vous savez exactement ce que ça fait de faire le deuil de quelque chose qu'on n'a jamais vraiment eu, cliquez sur le pouce en l'air maintenant. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Parce que ce qui vient est la partie qui m'a pris le plus longtemps à comprendre, et j'ai besoin que vous soyez encore là pour l'entendre. Nathalie a retiré la contestation 14 jours plus tard. Sans déclaration publique. Sans explication déposée au greffe. Maître Ferrière m'a envoyé un email à 9h41 un vendredi matin. Elle a retiré. Bernard n'en aurait pas été surpris. J'ai lu cet email à mon bureau.
J'ai fermé mon ordinateur. Je suis allée à la kitchenette, je me suis préparé un deuxième café, ce que je ne fais jamais, et je suis restée à la fenêtre à regarder le parking pendant environ 4 minutes. Quelqu'un avait laissé ses feux allumés. Je ne savais pas à qui appartenait la voiture, donc je ne pouvais rien faire. Je suis restée là, à regarder ses phares pendant les 4 minutes complètes, puis je suis retournée à mon bureau. Ce soir-là, j'ai pris l'autoroute pour Clermont-Ferrand. Je n'y étais pas retournée depuis l'inhumation. Je me suis garée devant la maison de mon père, sombre, fermée à clé, un boîtier de clés d'agence immobilière déjà accroché à la poignée de la porte d'entrée, et je suis restée dans la voiture à la regarder. La lumière du porche était éteinte. L'allée était vide. Le forsythia sur le côté gauche du perron que ma mère avait planté en 1987 montrait déjà les premiers bourgeons pâles, parce que nous étions mi-mars maintenant et que la terre commençait à revenir. Mon père avait vécu dans cette maison pendant 39 ans. Il avait réparé lui-même la chaudière 3 fois avant que je commence à vérifier le filtre. Il s'était assis à cette table de cuisine et avait noté chaque chose silencieuse que j'avais jamais faite, dans son écriture serrée en lettres carrées, puis avait conduit lui-même jusqu'à l'étude notariale et en avait fait quelque chose qui durerait après qu'il ne pourrait plus. J'ai repensé à l'homme sur l'écran, son visage. Je connais la différence entre s'en sortir et être invisible. Je suis sortie de la voiture. J'ai monté les marches du perron. Je me suis assise sur la marche du haut, celle qui a toujours craqué, celle sur laquelle je m'asseyais enfant quand j'avais besoin d'être dehors sans être loin. Et j'ai posé mes mains sur mes genoux et j'ai respiré l'air de Mars, qui à Clermont sent la terre dégelée, la pierre volcanique et quelque chose de vert qui essaie de se passer sous tout ça. Je suis restée là jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Puis, j'ai repris l'autoroute pour Lyon. Les conséquences sont arrivées sans que je fasse quoi que ce soit pour les provoquer. C'est la partie sur laquelle je veux être prudente, parce que je pense qu'il existe une version de cette histoire où j'aurais tout orchestré, où j'aurais passé des coups de fil, envoyé des messages, discrètement arrangé pour que la vérité se distribue dans les bons canaux au bon moment. Je n'ai pas fait ça. Ce que j'ai fait, c'est gérer la succession de mon père avec l'aide de Maître Ferrière, répondre à chaque communication juridique par les voies appropriées, aller travailler chaque jour, manger mon déjeuner, rentrer chez moi. La vérité s'est déplacée d'elle-même, comme elle tente à le faire dans les communautés de taille humaine, où tout le monde finit par être relié à tout le monde, par 2 ou 3 personnes au plus. La première chose que j'ai apprise venait de Gérard, environ 3 semaines après le retrait de la contestation. Il a appelé un dimanche matin. Gérard appelle le dimanche matin quand quelque chose s'est passé, qu'il pense que je devrais savoir, mais dont il n'est pas sûr que je veuille l'entendre. J'ai croisé Colette Maraval au marché de Chamalières, il a dit. Colette Maraval était la voisine de mon père depuis 22 ans, la femme qui avait apporté la quiche dans le moule en aluminium au rassemblement chez Gérard. Elle m'a demandé comment la succession s'était réglée. Je lui ai dit qu'elle s'était réglée comme Bernard le voulait. Elle a dit qu'elle s'en doutait, parce qu'elle avait entendu dire que Nathalie avait essayé de, et je te cite le mot de Colette, prendre plus que sa part, et que ça ne s'était pas passé comme elle l'espérait. Je suis restée silencieuse un moment. Comment Colette était au courant? Colette est au courant de tout, a dit Gérard, ce qui n'est pas une explication, mais qui est entièrement exact. Je n'ai pas demandé ce que Colette savait d'autre. Je n'en avais pas besoin. À Clermont-Ferrand, dans un quartier où mon père avait vécu 39 ans, parmi des gens qu'il avait regardé déneiger leurs allées et réparer leurs tondeuses et apporter ses propres plats chez eux quand leurs parents mouraient, l'histoire de ce que Nathalie avait tenté de faire avec sa succession n'est pas restée silencieuse. Pas parce que je l'avais dit à quiconque, parce que les gens qui avaient regardé Bernard Aumont vivre sa vie avaient des opinions très arrêtées sur ce qu'il aurait voulu pour elle après sa mort, et ils les exprimaient, entre eux, de la façon dont les gens dans les communautés de taille humaine expriment les choses. Au marché, et sur le parking de l'église, et dans la salle d'attente du seul bon café de la rue principale qui n'avait pas encore fermé. Je n'ai pas célébré ça, je veux être claire là-dessus. Ce qui est arrivé à la réputation de Nathalie à Clermont n'était pas quelque chose que je voulais ou que j'avais orchestré, et quand Gérard me l'a raconté, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait inconfortablement à de la peine. Parce que la Nathalie dont ces gens parlaient au marché était ma sœur.
Celle qui avait raconté l'histoire du parking du Leclerc et de l'embrayage. Celle qui, sous toute la mise en scène et le calcul, avait aimé notre père d'une façon réelle qui lui appartenait, et qui passerait le reste de sa vie à ne pas être entièrement sûre qu'il l'avait aimé en retour dans la même proportion. C'est une chose lourde à porter. Je le sais, parce que j'en ai porté une version pendant 38 ans. La mienne était la question de savoir si j'étais vue. La sienne est la question de savoir si elle était vraiment la préférée, ou juste la plus bruyante. Ce sont deux questions solitaires, et aucune d'elles n'a de réponse nette. Environ 6 semaines après le retrait de la contestation, j'ai reçu un message d'une femme prénommée Isabelle Caron, qui avait été mon amie la plus proche au lycée Blaise Pascal, avant que la vie nous redistribue dans des villes et des calendriers différents. On était restés en contact de façon lâche, des messages pour les anniversaires, un commentaire sur une photo à l'occasion, mais on n'avait pas eu de vraie conversation depuis probablement 4 ans. Son message disait « J'ai appris pour ton père. J'ai appris pour tout. Je suis désolée de ne pas avoir été là. Est-ce que je peux t'appeler ?» J'ai fixé ce message pendant environ 1 minute, puis j'ai tapé « Oui ». Elle a appelé ce soir-là et on a parlé 2 heures et 38 minutes. Ce que je sais parce que mon téléphone l'a enregistré. Elle m'a dit qu'elle était revenue à Lyon l'automne précédent pour s'occuper de sa propre mère, dont le déclin se passait d'une façon lente et épuisante qu'Isabelle gérait seule. On a parlé longtemps de ça, de ce que ça coûte d'être celle qui gère, de la fatigue particulière qui vit derrière les yeux quand on est capable depuis trop longtemps sans que personne ne le remarque. Elle m'a fait rire 2 fois, ce que je n'avais pas fait depuis environ 6 semaines. Quand on a finalement raccroché, elle a dit « Même heure la semaine prochaine ?» Et j'ai dit « Oui », et je le pensais. C'était un retour qui valait quelque chose. Pas parce qu'Isabelle s'était excusée de 4 ans de distance, elle ne l'a pas fait, et je n'en avais pas besoin. Mais parce qu'elle s'était manifestée de façon précise, avait reconnu ce qui s'était passé de façon précise, et avait demandé quelque chose de réel pour la suite. C'est différent de quelqu'un qui se présente en disant « Je suis désolée, j'aurais dû être là », et qui attend ensuite que la reconnaissance de ses remords fonctionne comme une relation. L'autre retour était plus difficile. L'oncle Michel, le frère cadet de mon père, m'a appelé environ 2 mois après l'enterrement. Michel a 61 ans et a sa propre histoire compliquée avec Bernard. Il s'était brouillé en 2014 pour une raison dont je n'ai jamais connu les détails complets et ne s'était plus parlé depuis. Il a appelé depuis un numéro que je ne reconnaissais pas et j'ai failli ne pas décrocher. Quand j'ai entendu sa voix, j'ai ressenti la méfiance particulière de quelqu'un qui a appris à attendre avant de décider ce qu'un appel téléphonique signifie. Il a dit « J'aurais dû venir à la cérémonie. Je le sais. Je t'appelle pas pour t'expliquer pourquoi je suis pas venue, parce qu'il n'y a pas d'explication qui tiendrait. Je t'appelle parce que ton père parlait de toi, avant que tout parte de travers entre nous. Et je veux que tu le saches. Je n'ai rien dit. Il disait que t'avais récupéré ses meilleures qualités, a dit Michel. Sa solidité, sa capacité à continuer. Il le disait comme si c'était la chose la plus haute qu'il pouvait penser à dire sur quelqu'un. Je suis restée un moment avec ça. Merci d'avoir appelé, Michel, j'ai dit. On a parlé une vingtaine de minutes. On n'a pas résolu les années de silence. On n'a pas fait de projet. Mais on s'est reconnus à travers la distance de tout ça, et j'ai mis ça dans la même catégorie que le pot-au-feu de Gérard et les 2 heures 38 minutes avec Isabelle. Petit, précis, réel. Je n'ai pas rappelé Nathalie. Elle ne m'a pas rappelé. On existe en ce moment dans le même silence dans lequel on a toujours existé, sauf que ce silence est différent maintenant. Il a été nommé, au moins entre nous deux, même si on n'a pas encore trouvé le langage pour ce qui vient après. Je ne suis pas en colère contre elle. Je ne prétends pas non plus que je ne la regarde pas pour voir si elle devient quelqu'un capable d'une vraie conversation, le genre qui n'a pas d'agenda en dessous. J'attends. Mais je n'attends plus comme j'attendais avant, avec toute ma vie en suspens, tenant un espace ouvert pour quelque chose qui peut ne jamais arriver. J'attends comme on attend le temps. Ça peut changer. Ça peut ne pas changer. Dans tous les cas, j'ai des choses à faire. Environ 3 mois après l'enterrement, je me suis assise à ma table de cuisine un dimanche soir et j'ai écrit à Nathalie une lettre. Pas un email, une lettre, sur papier, de ma main. Je ne l'avais pas planifiée.
Je me suis juste assise et j'ai commencé à écrire. Et voici, plus ou moins, ce que j'ai dit. Je n'ai pas besoin que tu sois d'accord avec moi sur ce qui s'est passé. Je n'ai pas besoin que tu crois que papa voyait les choses comme l'enregistrement le montre. Ce dont j'ai besoin, si on doit être sœur dans un sens réel à partir de maintenant, c'est que tu arrêtes de me demander de me faire plus petite pour que tu te sentes plus à l'aise. Je fais ça depuis toute ma vie et je ne vais plus le faire. Pas parce que je suis en colère. Parce que j'ai finalement compris que ça n'aidait vraiment ni l'une ni l'autre de nous. Je l'ai mise dans une enveloppe, je l'ai adressée. J'ai collé un timbre dessus, un de la série des oiseaux de la poste, un rouge-gorge sur fond blanc, parce que j'aimais la façon dont il était dessiné. Je l'ai mise à la boîte un lundi matin en allant au travail. Elle n'a pas répondu. Peut-être qu'elle le fera, peut-être pas. La lettre n'attend pas de réponse. La lettre est juste la vérité, envoyée. Gérard l'a lue avant que je l'envoie. Je la lui ai lue au téléphone ce dimanche soir. Quand j'ai eu fini, il a été silencieux un moment, puis il a dit « Ça te ressemble ». Ce qui, venant de Gérard Vidal, est la forme la plus haute de compliment possible. Et maintenant, je veux vous raconter la dernière partie. Il y a quelques semaines, j'étais dans la maison de mon père pour ce qui sera probablement la dernière fois avant qu'elle soit vendue. J'y étais allée pour récupérer les dernières affaires personnelles à trier, une boîte de choses qui avait appartenu à ma mère et qui était restée en haut du placard de la chambre pendant 24 ans, des outils dans le garage, la cafetière que je lui avais achetée en 2018. J'ai traversé les pièces lentement, ce qui n'est pas ma façon habituelle de traverser quoi que ce soit. Dans la cuisine, je me suis arrêtée devant la table où il avait enregistré la vidéo. La chaise où il était assis était rentrée sous la table. Le carnet où il avait noté le cantique était encore sur le plan de travail. Je l'avais laissé là après l'enterrement, et personne ne l'avait déplacé. Je l'ai pris. Je l'ai retourné. Au dos, dans la même écriture serrée en lettres carrées, il y avait encore une ligne. Pas le titre du cantique. Autre chose. Dis à Séverine que j'ai gardé les timbres. Je suis restée là un long moment. Il les avait gardés. Chaque timbre de chaque carte que j'avais envoyée pendant toutes ces années, conservé quelque part, de la façon dont les gens gardent les choses dont ils ne savent pas comment parler. Je les ai trouvés dans le tiroir du haut de sa commode, dans une petite enveloppe blanche avec mon prénom dessus, dans son écriture. 31 timbres, un pour chaque année où j'avais été assez grande pour envoyer une carte par moi-même. J'ai mis l'enveloppe dans la poche de mon manteau. J'ai fini de trier les cartons. J'ai fermé la maison à clé. Je me suis assise dans la voiture dans l'allée et j'ai tenu l'enveloppe entre mes deux mains et je lui ai parlé. Pas à voix haute, juste de la façon dont on parle aux gens qui ne sont plus là, dans la partie de l'esprit qui continue à s'attendre à ce qu'ils répondent. T'aurais dû me le dire, j'ai dit. Mais t'as essayé. À la fin, t'as essayé. Je m'appelle Séverine Aumont. J'ai 38 ans. Et je sais maintenant qu'être vu ne ressemble pas toujours à ce qu'on attend. Parfois, ça ressemble à une clé USB remise à un enterrement. Parfois, ça ressemble à 31 timbres dans une petite enveloppe blanche dans le tiroir d'une commode. Parfois, ça ressemble à un homme qui ne pouvait pas prononcer les mots, assis seul dans sa cuisine, en train de noter chaque chose silencieuse qu'on n'avait jamais faite, une par une, pour qu'au moins quelque part ce soit consigné. Pour qu'au moins quelque part, le travail soit compté. Je porte la montre de ma mère au poignet gauche. Je porte l'enveloppe de timbre dans la boîte en bois chez moi, où je range les choses qui comptent. Je vais travailler. Je fais mon café. Je parle à Gérard le dimanche et à Isabelle le jeudi, et je construis, lentement et précisément, le genre de vie où les gens autour de moi savent ce que je porte vraiment. Non pas parce que je le mets en scène, mais parce que je les laisse enfin s'approcher suffisamment pour le voir. Avant de terminer, je veux vous poser une question réelle. Est-ce que quelqu'un vous a jamais silencieusement protégé, ou vu, d'une façon que vous n'avez comprise qu'après qu'il était trop tard pour l'en remercier? Un parent, un ami, quelqu'un qui avait tenu un registre de vous dont vous ne connaissiez pas l'existence? Laissez-le dans les commentaires. Racontez-moi l'histoire, ou juste ce que ça a fait. Je lis chaque message, et là, après tout ce que je viens de partager avec vous, je veux connaître le vôtre. Et si cette histoire vous a accompagné, si Séverine et son père et cette petite enveloppe de timbre ont compté pour vous aujourd'hui, cliquez sur le pouce en l'air,
Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine histoire et partagez-la avec quelqu'un qui a passé sa vie entière à être la personne capable, la personne solide, celle dont tout le monde suppose qu'elle va bien. Cette personne a peut-être besoin d'entendre que quelqu'un a gardé les timbres. Elle a peut-être besoin de savoir que se taire sur son amour ne veut pas dire qu'on ne le ressent pas. Ça veut juste dire qu'on a manqué de temps pour le dire comme il fallait. Ne laissez pas ça être votre histoire. Dites-le maintenant, pendant que vous pouvez encore le faire.